L'insolite, c'est l'inhabituel, c'est l'anormal, alors que le fantastique, c'est l'extraordinaire, c'est le contraire. Le fantastique, c'est l'évidence, et l'insolite, c'est la présence. Et ce qu'on aperçoit dans l'insolite, c'est une manifestation, c'est le défaut de construction d'une manifestation. C'est l'insolite parce qu'il y a une interrogation. L'insolite angoisse. Mais le fantastique peut effrayer, l'insolite n'effraie jamais. Mais ce qui n'existe, mais l'insolite est insaisissable. L'insolite se révèle. Voilà, c'est ça, c'est un but, l'insolite, c'est de décaper. L'insolite se révèle alors que le fantastique se fabrique. Je m'aperçois que ça l'est quand je le tourne. C'est pour ça que je dis que l'insolite se révèle. Et qu'il est dans le climat. Comme le fantastique est dans la forme. L'insolite n'est pas dans la forme. L'insolite est dans le climat. Georges Franju. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est un réalisateur de nombreux films et surtout de courts-métrages de 1935 à 1974. Mais si je l'admire tant, c'est pas forcément pour sa carrière en entier. Je reconnais des passions pour des choses comme son documentaire sur les abattoirs de Paris, Le sang des bêtes, mais le film qui m'a toujours fasciné chez lui s'appelle Les yeux sans visage. Alors le titre comme ça fait pas forcément rêver, mais il s'agit d'un film d'horreur français en 1960, une véritable révolution, un film dur, violent, initiateur du genre du film gore, dont des hommages sont encore rendus aujourd'hui 50 ans plus tard. Un film à la musique mémorable, à l'atmosphère glaçante, un vrai film d'horreur comme on en fait encore aujourd'hui, un film d'horreur fantastique français. Ma tête me fait peur. Mon masque me fait plus peur encore. Mais c'était l'époque où tout s'enchaînait bien, parce que quand on avait un projet, il se faisait. Maintenant, on peut en avoir 10, ils se font pas. Il y a quelque chose qui bute. Voilà, c'est là que j'aime le bonhomme, c'est que déjà à l'époque, il met le doigt sur un truc. Quelque chose bloque quand on veut essayer de faire un film de genre en France. Quelque chose a toujours bloqué et quelque chose bloque encore aujourd'hui. Et quand ça bloque, j'ai envie de comprendre. Alors je vais là où je peux trouver les réponses. Gérardmer, c'est une ville des Vosges située entre Épinal et Colmar. Et les Vosges, c'est un département français du Grand Est où les températures sont si basses qu'on peut soit y skier, soit boire énormément de vin chaud pour ne pas geler sur place. Mais pendant 5 jours dans l'année, Gérardmer devient la capitale internationale du film de genre via son festival international fantastique. Créé en 1994, le festival a toujours vu passer avant tout le monde des films incroyables et a surtout pu récompenser des œuvres devenues aujourd'hui cultes dans le paysage culturel, de Scream à l'année dernière Grave de Julia Ducournau qui a raflé le Grand Prix. Et c'est là que j'ai décidé de poser mes valises. Parce que quitte à parler cinéma de genre et à se poser des questions là-dessus, autant les poser directement aux concernés, qui eux ont les réponses et gravitent autour d'elles chaque jour. Et du beau monde pour parler cinéma, il y en avait sur place. Je me suis donc pointé devant chacun d'entre eux avec un appareil photo vieillissant, un trépied à 10 balles, un micro-cravate au même prix et un gros enregistreur qui n'aura pas servi à grand chose vu tout le bruit ambiant. Un seul but, leur poser à tous la même question: est-ce que c'est facile de réaliser du cinéma de genre en 2018 ?
Tu sais, moi, aujourd'hui, je réfute même le terme de cinéma de genre. Parce qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Moi, tu sais, à l'époque, quand j'avais 15 ans, c'était un truc de chapelle. T'avais d'un côté Starfix, qui parlait de tous les films qui m'ont excité, et ça s'appelait le cinéma de genre. Et puis de l'autre, t'avais Première, qui parlait des films avec Miu Miu et tout ça, qui était moins excitant. Et donc, c'était les fans de genre, nous, les Starfixiens, contre le reste de la presse française. Et donc, ça avait du sens. Aujourd'hui, tout a été digéré par la presse la plus mainstream. Tu peux trouver un article sur Freddy Krueger dans Marie-Claire. Tout est mélangé. Donc moi, je voudrais qu'on redéfinisse ce que c'est que le genre. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est une appellation pour nous mettre, nous, qui faisons donc de l'horreur, du fantastique et de la SF, dans un ghetto. Le ghetto des cinéastes de genre. Et j'aime pas ça. Moi, je trouve que ça nous réduit. Et je vois pas pourquoi on serait les seuls à être soumis à ce régime de pensée. C'est ce qui fait qu'à Cannes, on est toujours quand on est pris, c'est à minuit, ou à Venise, c'est dans une salle différente de la compétition. On se mêle pas. Et en même temps, ça écrit aussi notre paradoxe à nous, cinéastes de genre, c'est qu'on a un côté à ne pas vouloir faire partie des institutions, surtout pas d'académisme, et à la fois on a envie d'être reconnu. Donc il faut aussi qu'on règle ce truc. Moi, finalement, une certaine marginalité me paraît saine. Mais donc tu vois, il y a ce paradoxe du punk qui voudrait quand même être accepté dans les salons, tout en méprisant profondément les salons mondains, tu vois. Donc il faudrait soit qu'on invente notre propre troisième voie à nous, enfin tu vois, on est tiraillés, quoi. Moi, je me sens très tiraillé par rapport à ça. Bon, ok, je l'avais pas prévu celle-là, donc redéfinissons ensemble cinéma de genre. Ce qu'on entend plus communément en 2018 quand on dit cinéma de genre, c'est le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique et, dans une certaine marge, le cinéma policier. C'est un peu rentré dans le langage commun pour définir cette forme de cinéma, mais au final, on peut y caser aussi tout le cinéma d'action, les westerns, les films de guerre ou les films historiques, et même les comédies. Tous les films qui peuvent au final être résumés par un genre précis et très souvent dans une branche de divertissement. Alors effectivement, c'est un terme qui, quand on le creuse pas, a un sens qui semble être évident, mais qui, dès qu'on s'y attarde un peu, ne veut plus dire grand-chose. C'est peut-être ça la clé, on y cherche la saveur d'un genre, avant d'y chercher de l'originalité. Et c'est là tout le souci de définir le genre, c'est que définir une saveur, c'est extrêmement subjectif. Donc définir le genre appartient à la définition que chacun veut bien y amener. Et après, si on veut, on peut se compliquer la tête pendant des heures, parce que si certains définissent le cinéma de genre seulement par le goût des séries B qu'on peut y caser, que dire dès lors que le cinéma d'horreur commence à pondre des films à gros budget ou à grand succès public comme critique. Le cinéma de genre est au final seulement le ressenti que les gens éprouvent face à un film qui n'est pas dans un style classique. Par exemple, opposer le cliché des drames français chiants et le torture porn. Dans ce contexte, le deuxième est forcément un peu moins classique. Donc dans le contexte d'un festival comme celui de Gérard May, on dit cinéma de genre pour dire l'horreur, pour dire fantastique, pour dire univers qui porte sur l'imaginaire et qui ne se veut pas être seulement un reflet du réel. On dit cinéma de genre pour ces films-là. J'ai reposé ma question à tout le monde avec cette définition en tête. Est-ce que c'est facile de réaliser du cinéma de genre en 2018 ? Et là où je partais avec des idées préconçues en tête, les réponses ont été assez inattendues. C'est pas facile, mais je pense que c'est pas facile pour tout le monde, pour le coup. C'est vrai que c'est un cinéma qui a pendant un moment été assez mal aimé par le public français. On commence à voir un vrai changement et un vrai frémissement. Je pense que la première porte qui a été ouverte, ça a été à la télévision avec Les Revenants de Fabrice Gobert, qui a ramené un petit peu le genre, redonné au genre ses lettres de noblesse et a déclenché beaucoup d'envie. Ça reste compliqué, mais plus il y aura de tentatives réussies qui vont être mises en lumière, plus je pense ça va aider à faciliter le schmilblick, comme on dit. Alors oui, je pense que c'est carrément plus facile qu'il y a quelques années. Il y a un vrai marché dans le monde entier, ça touche presque tous les continents, tous les territoires. Il y a des vrais fans. Il y a un public, l'arrivée massive des plateformes, du digital, de tout ce qui est online, ça amène des financements et du public, parce que tous les gens qui sait qui est derrière toutes ces plateformes, c'est quand même un public jeune, donc qui est plutôt friand de genre. Ça accélère le process. I mean, this is my first feature film, so I don't know how difficult it would be to do another kind of film because I haven't tried it. But I think it's difficult to do any feature film. I'm from Denmark. If it's in Denmark or in America or in France or in England, it just takes
for most people, no matter if they do genre films, horror films, fantastic films or dramas, it's just damn difficult convincing anyone to pay you a lot of $1 million and go out and shoot something. But I think if you make a genre film and it's kind of spot on in terms of a certain genre, then maybe sometimes it's easier to sell it and communicate what it is, and you will find the right audience. C'est très 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 difficile. Après, c'est enfoncer les portes ouvertes de dire ça, mais c'est vrai que c'est juste la galère en fait. Et d'autant plus que Moutafoukaz, là c'est le film que j'ai présenté ce soir, c'est pas qu'un film de genre, c'est aussi un film d'animation. Et c'est un film d'animation de genre qui en plus mélange les genres. Donc ça a été vraiment super chaud pour produire ce film, quoi. D'où l'autoproduction d'ailleurs et les 8 ans qui ont été nécessaires pour aboutir. Tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, je t'aurais pas répondu de la même manière, mais là, comme tu le sais, comme tout le monde a dû dire, tu vois, entre le film de Julia Ducournau, le film de Coralie, il y a un renouveau un peu du cinéma de genre en France. Mais ouais, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus facile. Que les financiers, tu vois, que ça soit Canal+, même OCS, etc., commencent à se réintéresser au genre. Donc que ça soit le financement des chaînes privées jusqu'au même le CNC qui a accordé l'avance sur recette à Grave. J'ai l'impression que les choses commencent à décliquer un petit peu à ce niveau-là. Donc oui. Et le genre, aujourd'hui, est un cinéma international qui peut marcher et qui se fait surtout avec des petits budgets. Donc oui, ça commence vraiment à intéresser beaucoup d'investisseurs. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus facile. Ouais. Bah ouais, ça reste chaud. Hein. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. C'est le serpent qui s'est toujours mordu la queue en France, quoi. Parce qu'il y a toujours une culture du cinéma de genre en France, notamment avec le polar, qui a toujours été un truc ultra populaire, notamment dans les années 70-80, c'était la folie. Métal hurlant, c'est français, bon Dieu. Et pourtant, il y a cette certitude qu'il n'y a pas de public pour le genre en France et qu'il n'y a pas de réelle production. Il y a quelques exceptions par-ci par-là qui sont dans le genre et qui sont de vrais bons films. Il y a cette idée qui est là, qu'il y a de plus en plus de difficultés à financer les projets un petit peu casse-gueule, un petit peu risqués. Ce qui fait que les projets qui arrivent quand même à émerger, qui sont des exceptions, souvent se cassent la gueule. Ce qui renforce l'idée qu'en fait, que le cinéma de genre à la française est tout pété. Et ce qui alimente le fait que ça ne sera pas encore bien produit. C'est jamais simple, c'est toujours compliqué, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'on va se lever à 9h du mat et se coucher à 10h. C'est un travail 24 heures sur 24, c'est de l'acharnement, mais si ça ne nous fait pas peur de bosser, on le fait. C'est compliqué, mais quelque part c'est facile, puisqu'on y prend du plaisir. Is it easy to do a genre movie? Yeah, I mean, I don't think it's more challenging than any other type of film. I actually think it might be a little easier to, I guess, make a film that's for your first time, because as long as you kill somebody every 10 pages, you can do anything you want in the intervening time, and you have a lot of freedom to kind of make your film about something, because you can, in theory, make a film that's about something, but also make it entertaining and then make it a little bit more secure for the financial side. So I think it's a good way to get your start, definitely. Yo creo que es difícil hacer cualquier película, da igual el género. Y bueno, no sé, a mí me gusta el género fantástico y me ha tocado hacer la película ahora. Por ser de género, pues hombre, el género, y en mi caso siendo una película ambientada en el siglo XIX, con una puesta en escena muy abigarrada, con muchas cosas, ¿no? de puesta en escena, tiene una puesta en escena muy barroca, por decirlo de alguna manera, pues digamos que la dificultad aumenta, ¿no? No sé si realmente es más fácil o más difícil ahora que antes, pero sí que creo que el género fantástico cada vez se está teniendo en más alta estima. No, I think it's a good time to be doing fantastic movies because I think fantastic narrative has always been very popular. We can say that you have cycles of ups and downs when you have big commercial hits and sometimes not. So I feel it's a great time with very interesting and creative films being released. Es un momento muy difícil ahora, precisamente por lo que te digo, por la corrección política. Cualquier cosa que sea realmente extraña y que realmente rompa la manera cotidiana de ver las cosas del público medio es susceptible de generar problemas, contradicciones, controversias, malas interpretaciones. Se mezcla la opinión del director con la opinión de los personajes o de las situaciones. Entonces es un mal momento para la creación en general, ¿no? Va a ser malentendido, malinterpretado, te va a generar problemas. O sea, tú sabes que va a generar problemas. Y entonces, pues,
dices, entre hacerlo y no hacerlo, mejor no hacerlo. Pensemos otra cosa, busquemos otra cosa que no genere problemas. Y al final, pues, eso de alguna manera merma, hace, ¿no? Alisa, aplana las historias. Ahora hay películas que no se podrían rodar. O sea, tú ahora no podrías rodar La Naranja Mecánica. Tú ahora no podrías rodar Grupo Salvaje. Eso es una lástima, porque estamos yendo hacia atrás, creo yo. Alors, toutes ces réponses n'arrangent pas tellement le schmilblick, parce qu'on peut toutes les interpréter selon un angle dont on a peu parlé, la chance. Ce qu'on peut se dire face à tout cela, c'est qu'on a probablement devant nous soit des cinéastes qui ont eu de la chance, qui se sont retrouvés au bon moment avec les bons contacts dans le bon couloir, et d'autres qui ont eu des aventures parfois plus solitaires ou des contextes de production plus complexes et ont eu du mal à imposer leurs idées. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est surtout les producteurs français qui parlent de facilité de création, quand les réalisateurs de la même nationalité ont tendance à parler des difficultés qu'ils peuvent avoir à réaliser l'œuvre qu'ils ont en tête sans qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Sur cette question, il y a d'ailleurs deux invités avec qui j'aurais aimé échanger, mais avec qui ça s'est soldé par un échec. Deux membres du jury, Olivier Mégaton et Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, c'est l'exemple même du gars qui n'a pas la langue dans sa poche et sait gueuler quand quelque chose l'emmerde. Du coup, ça collait parfaitement avec mon sujet. Il a connu les films qui sont des galères à monter, la déconvenue des producteurs américains. Et même si papa était réalisateur, ce qui a forcément dû un peu aider, il est de ces cinéastes qui ont dû s'imposer pour réussir à exister. Mais sur 10 interviews prévues, Kassovitz a préféré annuler la majorité, ne gardant que des médias partenaires, médias avec qui il n'était pas non plus des plus participatifs. Vosgien. Je voudrais commencer par mettre fin à cet incident diplomatique. C'est la magie du cinéma, dans la fraternité et le bonheur. Et je vous souhaite à tous un très bon festival. En ce qui concerne Olivier Mégaton, j'aurais aimé avoir le point de vue d'un réalisateur avec qui, à ses débuts dans le genre français sur des thématiques ultra personnelles avec Exit sorti en 2000, est devenu ensuite l'homme à tout faire de Luc Besson sur des films à gros budget qu'on évitera de citer pour ne pas devenir vulgaire. Eh bien, 2 fois interview confirmée, 2 fois annulée. Et comme seule réponse, on aura eu droit à Olivier Mégaton, aime beaucoup le ski. Alors en vrai, moi le cinéma de genre, je sais pas trop. Avec mon copain Luc, on a surtout fait des films où ça fait boum, et puis paf, et puis bip, boum, paf, et puis... Mais dans le manichéisme de la situation et en creusant un petit peu, on pouvait toujours trouver quelques nuances. Sur le fantastique, et alors je parle même pas de l'horreur, c'est une culture, non, pas vraiment. Vous prenez l'histoire du cinéma français, vous allez avoir quelques étrangetés dans les années 30, vous allez avoir La Belle et la Bête, vous allez avoir Les Yeux sans visage, on en parlait. Mais il n'y a pas autant de classiques ou de films fantastiques dans l'histoire du cinéma français que vous en avez en Italie, que vous en avez évidemment dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne. Il y a une culture très cartésienne en France qui déjà pose problème. Et après, je vous dis en termes de financement, vous allez vous retrouver sans distributeur, ou avec un tout petit distributeur, sans chaîne de télévision, sans les aides de l'État, parce que l'avance sur recette va assez rarement quand même à du torture porn, hein, ça resterait à prouver. Donc généralement, ça aboutit à un sujet qui sont personne seule dans une maison. Vous prenez la plupart des films fantastiques français des dernières années, à part Grave, c'est souvent personne seule dans une maison. Et du coup, vous allez retrouver avec des budgets qui sont tellement bas qu'ils vont décevoir le public français, qui fait que maintenant, le public français a une totale défiance vis-à-vis du cinéma de genre français. Je suis pas sûr qu'on ait le savoir-faire, en fait. Le cinéma coréen, il a émergé d'une politique semblable à celle du CNC. Ils ont piqué le système du CNC en France pour le transmettre en Corée. Sauf qu'eux, ils nous ont sorti des films, tu vois, aujourd'hui. Justement, le film de genre, là, ils ont vraiment pris, ils ont investi le créneau, quoi. Là où nous, Français, alors qu'on a fait à la base cette politique pour préserver le cinéma français, on fait quoi? On fait des comédies françaises. Mais pourquoi? Parce que ça remplit mieux les salles, tout simplement. Je pense que ça fait peur. J'ai suivi ce que tu disais sur le film d'horreur et qu'il y avait même des exploitants de salles qui disaient non merci, les films d'horreur, c'est trop peu pour nous, ça fout le bordel et c'est un bordel pas possible. Voilà, tu vois, c'est ça aussi quand je parle de culture. Est-ce qu'on a la culture pour? C'est aussi ça que je veux dire. Alors sur les films d'horreur, vous avez du coup, à force de cette culture du petit budget, fait que vous avez retrouvé un public qui est extrêmement méfiant. Et donc vous allez sur les réseaux sociaux, c'est ah non, ça va être pourri, ça va être français. C'est vrai aussi pour le polar, c'est français, c'est pourri, j'irai pas. Moi j'ai ce réflexe aussi imbécile de me méfier quand je sais que c'est français. C'est con, hein, tu vois. Et il y a ce réflexe. Ok, donc on va s'arrêter sur ce genre de phrase parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, mais que trop de gens ressentent et même les producteurs. J'ai l'impression que le public français et les exploitants salles aussi ont du mal à faire confiance au cinéma de genre à partir du moment où il est en langue française. Après, sur la langue anglaise, ça devient, pour moi,
aujourd'hui un peu plus facile. Et ça fait partie des trucs que je n'ai jamais réussi à assimiler. Si on part de l'avis populaire qui est que faire du cinéma de genre en France c'est quasi mission impossible, comment ne pas être fasciné à l'idée de voir un film qui a dû se battre pour exister? Si tel ou tel film de genre français a réussi à se faire, c'est qu'il a été fait en combattant, avec les tripes. Il y a donc forcément du bon à en tirer, même dans la médiocrité que certains semblent décrier. Mais au-delà de ça, la langue française semble être un rempart que l'on retrouve notamment dans la musique, où certains préféreront toujours la version américaine d'un morceau au détriment de la même chanson en français. Et pourquoi la langue française dans sa richesse, dans sa beauté, dans sa complexité, la langue d'auteurs fantastiques comme Jules Verne ou Maupassant, cette langue aujourd'hui ne pourrait plus inspirer la peur, le fantastique ou tout simplement même l'imaginaire? Qu'est-ce qui bloque dans la langue française? Mais comme d'habitude, Moi, je voulais vraiment pas du tout faire un film entièrement en anglais. Au début, même quand on a réfléchi à comment faire le film, la question de la langue s'est évidemment posée. Mes producteurs m'ont laissé le choix et moi, j'ai décidé que je voulais faire le film en français. Je suis une réalisatrice française. C'était très important pour moi, pour mon premier long, d'inscrire ça. Justement aussi de faire cette proposition-là qui, je pense, est assez innovante pour le marché français. Sauf qu'on n'a pas réussi à le financer, il faut dire ce qui est, entièrement en français. Et on s'est dit au final, très bien, si on n'arrive pas à le financer en français, pas de problème, on le fait en anglais. Sauf qu'on n'a pas réussi à le financer non plus en anglais. Et en fait, c'est le mélange des langues, pour le cas, en tous les cas, de Revenge, qui nous a permis aussi, parce que le scénario le permettait, que c'était très organique avec le scénario, c'était justifié. Et au final, ça nous a permis, on a dû créer nos propres règles pour réussir à financer le film et à dépasser ce plafond de verre qui, dans les deux systèmes, nous limitait à pas pouvoir faire le film. Voilà, mais je suis très contente, le film reste français, puisqu'on a une majorité de dialogues en français. Très contente, effectivement, d'avoir conservé ça, et je pense que c'est aussi ce qui donne son identité propre et son originalité au film, et n'en fait pas, en effet, une simple décalque d'un film américain. Et ça, j'en suis contente, ouais. J'ai l'impression que la France et le Québec se ressemblent parce que la langue est un problème, parce que le spectateur s'attend d'un film de genre qui soit en anglais, en général. Et ça pose un problème. Au départ, je me disais, ça va être une béquille. Et maintenant, c'est une force parce que le film est vendu partout et les gens s'en foutent que ce soit en québécois parce que tout le monde, maintenant, est capable de lire un sous-titre. Là. La Nouvelle Vague, les films de la Nouvelle Vague en France, ils étaient vus partout dans le monde et tout le monde comprenait parce que tout le monde était intéressé aux sous-titres. Et il y a eu un moment donné où le cinéma américain a pris de l'ampleur, ce qui fait qu'on voulait plus vraiment des films étrangers. Et maintenant, ça revient, j'ai l'impression. Mais moi, c'est la langue que j'aime, c'est ma couleur. C'était difficile, ça m'a pris 5 ans à le financer, mais je suis arrivé, puis j'en suis fier. Et je me souviens, il y a 2 ans, on était à Frontières, à Biff, au festival en Belgique, pour essayer de trouver des distributeurs ou des producteurs français. Et tout le monde me disait, mais fais-le pas en québécois, ton film, fais-le en anglais. Et c'était des Français qui me disaient ça. Mais je dis, oui, mais c'est ma langue, c'est le québécois, je vais le faire. Oui, mais ça va être risible, le québécois avec les zombies, ça va être risible. Je veux dire, c'est ma langue maternelle, c'est pas risible pour moi. Et si tu fais les choses avec le cœur, bien avec la vérité, ça devient pas risible. Le premier que nous on a tourné, qui est d'un réalisateur français, Christophe Dereau, on l'a tourné aux États-Unis en langue anglaise. C'est une politique économique, c'est que aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de rentabiliser un film quand il est en langue anglaise, qui va s'exporter dans le monde entier. Là où un film de genre en français, c'est plus compliqué. L'industrie est telle que si je veux faire Gosselin en français, je ne trouve pas l'argent pour le faire. Tu trouves l'argent à la condition que le film devienne anglophone, américain en partie, ce qu'il est. Et là, ça rassure absolument le système de financement.
et on te donne 3, 4, 5 millions pour faire un film. Si tu veux, pour moi, c'est un pis-aller. Hein. Je suis un cinéaste français, je rêverais de tourner en France. On a les meilleures équipes techniques en France, on a les meilleures équipes de post-production, on a des acteurs absolument prodigieux. Je crois pas au syncrétisme, de mettre une casquette UCLA et jouer au petit Yankee qui dirait... Pas du tout. Je suis un cinéaste français, je le revendique, je suis resté à Paris, je vis à Paris, ma famille est à Paris, je me suis jamais exilé à Los Angeles, je me sens pas américain, je me sens profondément européen. Mais donc, si je fais pas ça, je tourne pas. Donc c'est un compromis, c'est un pis-aller. Mais il vaut mieux ce pis-aller-là que pas faire des films du tout. Donc, la langue française bloque. On sait pas pourquoi elle bloque, mais dans l'inconscient du public français, elle évoque tellement les comédies, les drames chiants et le quotidien qu'elle finit par bloquer. Et c'est peut-être ça le souci. La langue française est peut-être trop ancrée dans notre quotidien pour réussir à attirer les foules qui, eux, veulent chercher plus loin, au-delà des océans, une langue anglaise plus dépaysante et plus propice à ouvrir l'imaginaire collectif. Ce qui rendrait alors le tout vachement plus compréhensible, car outre-Atlantique, les productions françaises rejetées chez nous sont aimées. France is a very unique film, a very strong cinema industry. Like some of my favorite horror movies the last 15 years have come out of France. You know, like in Tragedy you talk about Martyr. Yeah, I love Martyrs. Yeah, it's an actual masterpiece, and very few people know about it around the world. Not nearly enough people know about it around the world. Un film comme Martyr, il a cartonné en vente internationale. Il s'est vendu dans le monde entier. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Mais en France, c'est un film qui reste peu vu, alors qu'il a une résonance internationale hyper forte. Et j'ai essayé de monter des films en France, j'ai essayé de faire un film historique sur la Pérouse. Le seul qui m'a répondu quand je voulais absolument trouver une solution pour le faire, c'est Peter Jackson quand même. Donc qui m'a fait venir en Australie, en Nouvelle-Zélande, on avait visité tous les décors qui étaient possibles pour faire le film. Personne m'a suivi en France. Donc il y a un moment donné, je me suis dit non, je vais faire un film français. Donc j'ai développé des projets comme Les Authentiques chez LGM, qui était une histoire de gangster, mais qui n'a pas abouti. Un film adapté de Granger qui s'appelait Le Serment des Limbes, qui n'a pas abouti alors que tout était en place. Créativement, tu t'épuises. Tu vois, tu as l'idée du film, tu écris le script, tu as envie de tourner. Une fois que tu sens qu'instinctivement le film est avec toi, tu sais qu'en plus de ça, ça mute tout le temps. C'est un film jusqu'au dernier jour de montage, ça va toujours évoluer. Tu regardes, moi je fais la tournée des festivals dans le monde avec Kolskin en ce moment, et je me rends compte que notre cinéma, notre exception culturelle française existe réellement dans le monde au niveau du cinéma de genre. Ce qu'on a fait avec Frontières, Martyrs, À l'intérieur, Vertige et autres, c'est des films qui existent réellement à l'international. En Mexique, on ne me parle que de ça. En Amérique latine, les films sont cultes. Aux États-Unis, pareil, c'est culte. En Asie, c'est du délire. Je me rappelle, moi, j'ai carrément des actrices chinoises, des stars là-bas, qui veulent faire absolument un film avec moi parce que j'ai fait The Divide. Et en France, personne n'a vu. Certains petits films français qu'on a pu voir quand il y avait ce qu'on appelait les French Frayeurs, qui étaient prenés qui d'ailleurs sont plébiscités aux États-Unis, c'est ça qui est marrant. Ils avaient l'impression qu'il se passait vraiment quelque chose en France, et s'ils avaient su à quel point ces pauvres cinéastes français qui faisaient French Frayeurs ramaient pour avoir de l'argent, et ce résultat, ça se voit, on voit bien qu'il y a quelque chose d'un peu cheap. Je veux dire, le public qui paye 10 €, il se dit, non, c'est pas, pour 10 €, je veux de la production value, puisque quand tu payes 10 €, tu peux aller voir, je sais pas, n'importe quel film Marvel, qui même s'il est pourri, déborde d'argent. Alors les French Frayeurs, parlons-en. Au début des années 2000, on entend parler d'un mouvement, la New French Extremity, mouvement dont personne ne s'était vraiment revendiqué en France, et c'est normal. Ça a été théorisé par un critique américain, James Cant, dans la revue Art Forum. Le terme vient de 2004, donc il est associé aux films de l'époque, à l'émergence de longs métrages tels que Baise-moi de Virginie Despentes, Trouble Every Day de Claire Denis, Paula X de Léos Carax, ou encore tout le cinéma apporté par Gaspard Noé. Il y en a vouloir baiser, il y en a vouloir manger, il y en a Marcus. Mais essaye de diversifier un petit peu tout ça, et moi avoir beaucoup de mal, parce que moi possède le langage. Tu viens avec moi. Tu fais le pédé toi aussi. Tous ces films sont catégorisés par James Cant en un croisement entre la décadence sexuelle, une violence bestiale et une psychose troublante. Mais quand il en parle ce bon monsieur, c'est péjorativement, c'est pas une volonté de le soutenir ce cinéma. Au contraire, ce cinéma choque, dérange, il n'a pas sa place. Votre action sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, de cette manière-là. C'est même pas choquant, il y a rien. On comprend rien, il y a pas de... Ça tourne dans tous les sens, il y a rien. C'est mal filmé, c'est désagréable, ça se fout de la gueule du monde. Qui viennent me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé.
Viens voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois. Or, les fans du genre en français, ça leur plaît bien ce terme. Et il y en a un d'entre eux, Manuel Alduy, directeur du cinéma chez Canal+ à l'époque, qui décide de lancer un programme de soutien aux films de genre en expliquant clairement « Venez chez nous, on a envie de ce cinéma ». Et ce programme, c'est les French Frayeurs. Alors clairement, c'est pas pour faire des films à grand budget, les films sont financés pour moins de 3 millions. Et encore 3 millions, c'est pour les plus gros. Ce qui paraît aujourd'hui assez ridicule quand on pense au fait que des comédies françaises qui n'ont pas besoin de grand chose, si ce n'est de payer les acteurs, ont des budgets qui dépassent parfois les 25 millions. Mais ce serait oublier comment fonctionnent aujourd'hui les financements de films d'horreur chez les plus rentables du marché américain, Blumhouse. Mais on reviendra sur Blumhouse plus tard. De cette initiative de Canal+, naîtront plusieurs films, dont les plus connus sont Eden Log, À l'intérieur, Frontières et enfin Martyr. Au-delà du problème des critiques français qui ne soutiennent pas franchement de bon cœur les films issus de cette initiative, le public ne suit pas non plus. Frontières peine à atteindre les 100 000 entrées, À l'intérieur termine à 70 000, Martyr frôle l'interdiction aux moins de 18 ans qui aurait totalement tué le film et se retrouve péniblement à 90 000 entrées, et Eden Log est un échec énorme ne cumulant même pas 20 000 entrées. Le public n'est tout simplement pas là, les critiques ne sont pas là non plus, et ces films ont beau devenir cultes pour beaucoup, le mouvement French Frayeur prend fin. Pourtant, il y a un film dont on parle aujourd'hui énormément, et qui semble être le digne héritier pour beaucoup de l'originel New French Extremity. Et ce film, c'est Grave. Mais Grave, c'est ça qui est fou, c'est un film qui a eu une presse dithyrambique, qui a eu un presse Gérard May, qui a fait la totale entre la presse dite de genre, type Mad Movies, et Le Monde, on va dire, au Télérama. Dans l'absolu, c'est un film qui a été plébiscité, c'est un film qui a ramassé des prix partout, qui marche dans le monde entier, mais Grave en salle, même s'il a plutôt bien marché, marchera toujours 3 fois moins qu'Annabelle 24. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que toute la presse, que tout le monde dit c'est un film très intéressant, c'est un film fantastique français, c'est un film gore, etc. Malgré tout, le public français, qui est majoritairement ado, pour les films de genre, se fout un peu de Grave. En dehors de ceux qui sont cinéphiles et qui sont dans une vraie recherche, ils préfèrent aller voir Insidious 4 réellement ou Happy Birthday. Et même si Grave est nommé au César, j'ai plus l'impression que ça fait office de plus d'exception qu'autre chose. Et je sais pas si ça va avoir une quelconque incidence sur la situation du cinéma de genre. Julia Ducournau te dira non, c'est pas vraiment un film de genre. Elle te citera plein de genres, plein de mecs qui ont Cronenberg notamment qui l'a font influencer et tout ça. Mais il y a toujours ce truc de refuser par exemple l'étiquette du genre, comme si c'était restrictif et que soudainement ça allait faire peur aux éventuels financeurs ou au public. C'est peut-être ça l'exception culturelle française dans son aspect négatif, c'est que ça fait chier. Il y a ça qui reste et j'ai bien peur que ça reste des exceptions, mais que c'est plus la définition de ce qu'on considère comme le cinéma de genre qui est en train de un petit peu d'évoluer. Grave est un alliage entre le cinéma d'horreur, on va dire d'exploitation, et le cinéma féministe. Il y a quelque chose de très féministe dans Grave. Donc c'est un alliage très particulier et c'est un prototype. Ça peut difficilement ouvrir une voie. Like in that movie, like it's a flat-out horror movie, and I know people are going to distance themselves from it and be like, well, no, it's really more of a drama. But that movie's a horror movie. It's a cannibal horror movie, and just because like it's as smart as a Kubrick movie doesn't mean it's not a horror movie. Enfin voilà, il y a une espèce de cercle vicieux entre un manque de moyens qui génère une insatisfaction du public, qui génère une défiance vis-à-vis de ces films, qui fait que même quand ces films sont reconnus comme excellents par les festivals, la presse et tout ça, le public français a été trop dégoûté par les productions nationales pour pouvoir se dire allez, j'y vais quand même. C'est un cercle vicieux, je pense. Le meilleur premier film est attribué à Petit paysan, réalisé par Hubert Charuel. L'histoire d'un éleveur de vaches laitières. Deuxième César de la soirée pour Romain Pompidou et 4e. La meilleure réalisation est attribuée à Albert Dupontel pour En revoir là-haut. Le meilleur espoir féminin est attribué à Camélia Jordana dans Le Brillant.
J'aimerais remercier Yvon Attal pour sa tendresse, son amour, sa bienveillance, son regard et son exigence. Malgré tout l'effort critique pour encenser le film, Grave terminera effectivement sa course avec 150 000 entrées. Très loin derrière les 500 000 entrées que dépassent des films aux presses beaucoup moins élogieuses, Inside Us 4 ou Happy Birthday. On peut quand même retenir que ce résultat est supérieur à n'importe quel film sorti pendant les French Frayeurs, mais ça montre surtout une nouvelle chose, l'horreur à la française qui rapporte plus que Grave n'est pas forcément celle à laquelle on s'attendait. À l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour dire si oui ou non le succès critique du film aura une influence forte sur l'industrie française. Mais les résultats ne suivant pas, comment convaincre des distributeurs qui n'ont que faire de l'avis de la critique? Et au-delà de l'avis des distributeurs, Grave donnait surtout une vision importante que l'on voit trop peu dans le cinéma actuel. Des femmes réalisatrices de films de genre. C'est dur. On se fait beaucoup d'ennemis. C'est encore tous les stéréotypes qui sont attachés entre les sexes et qui tiennent au pouvoir, à l'autorité, à l'argent. Parce que pour moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a peut-être plus de réalisatrices, mais il y a encore très peu de réalisatrices qui réalisent des gros budgets. Voilà, il faut pas se mentir. Moi, je pense que faire un film, c'est pas, c'est une profession de foi et c'est l'expression d'une volonté. Donc, par moment, effectivement, il faut que tout le monde suive cette volonté, donc c'est un certain rapport à l'autorité. Et il y a beaucoup de personnes qui ont un rapport plus problématique au fait de se faire diriger ou commander par une femme, une réalisatrice qui va être très exigeante, très perfectionniste, très précise sur ce qu'elle veut, va très vite être taxée de chieuse, hystérique, folle, et qu'un réalisateur va beaucoup plus facilement être considéré comme un génie, Kubrick, c'est un génie autoritaire quand même, c'est incroyable. Voilà, exactement. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus frappant et le plus insidieux et le plus pernicieux, parce que c'est quelque chose à laquelle il est très difficile de s'attaquer. C'est ça que j'ai ressenti plutôt que, même si le reste existe aussi, parce que je pense que dans son cercle immédiat, beaucoup de gens ont plus d'hommes qui réalisent, qui tentent des trucs, etc. Donc il y a une reproduction comme ça de déséquilibre qui se perdure. Comme on commence à être plus nombreuses, mathématiquement, il y a plus de genres qu'on a envie de traiter et la concentration, d'un coup, se fait sentir. Ouais. Mais on est encore au début, donc j'espère que ça va s'inscrire dans la durée. Ouais. Bon, moi avec tout ça, je suis pas plus avancé. La langue française bloque, et quand l'horreur vient de France, on la regarde d'un mauvais œil. Rajoutons à ça que personne n'est optimiste sur le succès le plus récent de ce genre, ça donne pas envie de s'y frotter et d'encourager les Français à y aller. Car au final, tout le souci est là. Le premier chiffre que regardent les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs et même tout autre financeur, c'est celui-là. Le public français. En 2017, si on prend les 10 films français qui ont fait le plus d'entrées sur notre territoire, nous avons 6 comédies, 2 comédies dramatiques, un drame et un space opéra. Bon, alors du coup, le space opéra aurait tendance à foutre en l'air ce panel qui se veut représentatif, mais il y a plusieurs choses à retenir dessus qui n'aident une nouvelle fois pas à sortir des clichés du cinéma français. Donc, pour avoir un film de genre français qui fonctionne, il faut qu'il ait une dimension internationale. Si on prend cet atout-là, on aura de la SF française qui fera plus d'entrées que n'importe quel film français de ce genre, et ce de tous les temps. Le fait que le film de genre français en question soit médiocre n'influe pas sur les résultats si celui-ci est international. Et enfin, le cinéma produit ce qui marche. Et ce qui marche, ce sont les comédies et les drames. Du coup, le public a seulement ce qu'il mérite. And not only is your top grossing film a comedy, but also your second, your third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. So when you're with your best friends, you pretend to be George Abbott-Bond and love these boring films, when in reality, you go to the cinema to watch crappy comedies. You're like a teenage kid who hides his porn under his bed. And that's why, Jean-Pierre, I secretly love French cinema, because it's better than porn. Non, rien de rien. Ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Écoute, je pense qu'il y a une niche. Ouais. Moi, ça a été le même problème quand j'ai sorti ma BD. En fait, tout le monde me disait la même chose. Les éditeurs de France me disaient tous, c'est trop bizarre, c'est trop chelou, on n'arrive pas à s'identifier au personnage, ça ne marchera pas. Et finalement, ça a marché. Donc je me dis, je pense qu'il y a un public de niche. Alors c'est clair, c'est un public de niche. Hein, tu vois, on n'est pas dans la catégorie blockbuster ni quoi que ce soit. Hein. Mais je pense qu'en tout cas, ces gens-là, les gens à qui on s'adresse, s'ils ont l'occasion de voir le film, oui, je pense qu'ils seront touchés par le projet. Ouais. Moi, je viens d'une culture du cinéma direct au Québec. Le spectateur préfère de loin les films du folklore avec des capines et des charrettes ou la grosse comédie très populaire avec les acteurs très connus. La jeune génération est en train de se transformer, est en train de vouloir ce cinéma-là, mais c'est pas nécessairement ceux qui vont au cinéma. Il y a une espèce de clivage qu'on doit tenter de refermer, puis pour le moment, ça s'en vient, mais la route est longue. Mais c'est le résultat aussi d'années et d'années de mauvais films, mauvais parce que souvent produits avec beaucoup moins de moyens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour Jason Blum, moi j'aime pas trop les productions de Jason Blum que je trouve assez standardisées, j'en aime quelques-unes, Sinister c'est bien, Split, je trouve ça magnifique, mais globalement les films de Jason Blum, même quand il les fait avec un budget minimum, ont une fabrique malgré tout supérieure à la fabrique qu'il y a en France sur ce même genre de film. Donc forcément, le public, au bout d'un moment, payer 10 €, c'est cher le place de cinéma, quoi. Et oui, tu mentionnes les films de Blumhouse, c'est assez particulier. Le modèle, il touche plus un modèle adolescent. Pas tous, hein. Il y a des films qui sortent un peu du lot dans ce qu'il a fait, des Get Out, Split, etc., qui peut toucher un public plus adulte. Mais sinon, tout le reste, c'est beaucoup de films avec des jumpscares, etc., qui vont s'adresser à un public adolescent et du coup qui cartonnent. Et c'est ce qu'on a du mal à toucher avec les films d'auteurs genre français. C'est ce public-là qui est le public ado qui peut faire exploser le film de genre aujourd'hui. Bon allez, il est temps d'aborder le sujet complexe qu'est Blumhouse. Blumhouse est une société de production américaine fondée par Jason Blum. Et si vous êtes allé voir des films d'horreur au cours de ces 10 dernières années, vous êtes forcément tombé à un moment sur leur logo. À la base, Jason Blum, c'est le gars qui a refusé de produire à l'époque où il bossait chez Miramax un petit film du nom du projet Blair Witch, parce qu'il y croyait pas vraiment. Autant vous dire que quand le film a fait avec 44 000 € de budget un box-office de 185 millions, il y avait de quoi ne pas avoir tellement envie de croire en son pif. Sauf qu'en 2004, il croise Oren Peli, à l'époque totalement inconnu, qui lui parle d'un petit film d'horreur pour 11 000 $ de budget, quelque chose d'absolument ridicule, mais à qui il décide de faire confiance. Ce film s'appelait Paranormal Activity, et il est devenu, après sa sortie en 2007, le film le plus rentable de tous les temps. Du coup, Jason Blum s'est dit, il y a une carte à jouer avec les films d'horreur à petit budget. Nous avons les moyens de créer une nouvelle économie et un nouvel âge d'or du cinéma d'horreur américain. Et vous savez quoi? C'est ce qu'il a fait. Ces films fonctionnent selon un principe bien simple. On recentre l'action dans peu de décors, on tente même souvent le huis clos, on réduit les coûts de production et surtout on réduit les salaires en payant très peu tout le monde mais en promettant à chaque coup un intéressement sur recette. Si le film marche au final, tout le monde pourra y gagner, mais pour ça, il faut que le film marche. C'est ce que Jason Blum décrit avec ses propres mots, croyez-moi, ça les motive pour aboutir au meilleur film possible. Et même si de loin on peut trouver cette méthode assez dégueulasse, c'est une méthode qui a fait ses preuves et qui fonctionne. Ethan Hawke sur le tout premier film The Purge a été initialement payé 11 000 $, mais avec les recettes a terminé avec un salaire de 2 millions. Au final, Blumhouse n'investit jamais plus de 5 millions de $ dans un film, et sur les 69 films produits à ce jour, seuls 9 dépassent ce budget et sont donc des coproductions. Enfin, sauf Paranormal Activity 5, mais Blum savait qu'avec l'épisode final, il serait forcément rentable, c'est pas tellement un gros risque pris non plus. Cette démarche permet de créer énormément de films, jusqu'à 14 par an, parfois même pas de l'horreur, c'est notamment Jason Blum qui a produit Whiplash. Little trouble there. You're rushing. Here we go. 5, 6, and... Cela permet de sauver les échecs de certains qui ne toucheront pas le public par l'apport financier que emmèneront tous les autres. Et même des échecs, il y en a pas tant que ça. Avec de si petits budgets de toute manière, comment est-ce qu'il pourrait en être autrement? Parmi les plus gros échecs, on compte tout de même Area 51, le deuxième et unique long métrage suivant d'Oren Peli, qui avec 5 millions de budget se crache au score ridicule de 7 000 $ au box-office, Plush de Catherine Hardwicke, réalisatrice de Twilight 1, Exeter de Marcus Nispel qui nous avait fourni le reboot de Massacre à la tronçonneuse, mais aussi un projet totalement incongru,
le remake du film Martyr. What do you want with her? Her gift, of course. Pour te dire comment les gens sont traités dans ce métier, personne ne m'a prévenu qu'il y avait un remake de mon film qui était en train de se tourner. Un copain qui m'a dit, mais tu sais que ton film a été remaké? Je savais même pas. Donc, personne ne m'avait eu la courtoisie de me prévenir la courtoisie, de me prévenir qu'on remakeait mon film. Donc je l'ai découvert, j'ai regardé 20 minutes, c'est un peu comme si je regardais un film où on était en train de violer ma mère. Donc j'ai dit non, j'ai arrêté, j'ai trouvé ça totalement nul. Évidemment, ils sont tombés dans tous les pièges dans lesquels il fallait pas tomber pour remaker ce film, parce qu'évidemment, ils n'ont rien compris à ce film. Ils voulaient en faire une version aseptisée, ce qui n'a absolument aucun sens. Et le film s'est complètement planté, a totalement disparu. Il a à peine trouvé en DVD. Et que ce film crève corps et bien, quoi. Après, la justification qu'on pourrait trouver à tous ces plantages, c'est que ces films qui se sont plantés sont des films qui n'ont souvent pas eu de sortie réellement internationale, ne permettant pas d'éponger les pertes sur des pays plus porteurs, sorties internationales annulées de manière très souvent logique, vu que l'accueil critique aux US était assez déplorable. Mais au final, cela ne compte même pas, parce que toutes les pertes sont épongées par d'autres, tellement rentables que c'en est terrifiant. Alors évidemment, cette Amérique, elle finit par séduire. Cette Amérique, elle parle aux réalisateurs en galère en France, jamais rentables sur leur territoire, qui découvrent qu'avec le même budget, ils pourraient l'être tellement plus outre-Atlantique. Et pour beaucoup, ces réalisateurs décident de partir. C'est une bonne idée si on a envie de matérialiser son projet et qu'on peut le faire à l'étranger. Mec, si la France te donne pas les armes pour le faire et que t'as pas envie d'attendre 50 ans de pouvoir hypothétiquement commencer à caresser l'idée de pouvoir le faire, si on te donne les clés à l'étranger, vas-y quoi. Mais c'est super dommage parce que la France, à ce niveau-là, perd certains talents et voilà, c'est la fuite des cerveaux de genre. Comment appeler ça? Au cas par cas, ouais, c'est une bonne idée. Sur ce que ça dit du cinéma de genre, c'est dommage, quoi. C'est plus malin, parce que vous avez plus de chances de faire un film sortir dans le monde entier. Et puis vous avez une logique industrielle là-bas, ne serait-ce que pour les effets spéciaux, ne serait-ce que... Vous avez une logique industrielle. L'idéal est de faire un film aux États-Unis produit en partie par des Français. Je dirais sur le polar, c'est ce qu'a fait Richer quand il a fait Assaut. Gans quand il a fait Silent Hill, qui était un film assez délirant et qui a un gros budget quand même. Il l'a fait avec des capitaux américains mondiaux, mais produit par Metropolitan et Samuel Dida, qui lui a permis d'avoir à la fois la liberté créative et les budgets. Burnout, vous l'avez vu? Ce film-là, le même film, le même découpage, la même imagerie, etc., est un film américain, fait avec des Américains. Ce film, j'en suis certain, fait 3, 4, 5 fois plus d'entrées. Sur les osseux, c'est « Ah non, c'est français, c'est pourri, j'irai pas ». Moi, quand j'ai fait Frontières, les mecs m'ont clairement fait comprendre que ça serait compliqué de faire un deuxième film. Heureusement, il y a Besson qui m'a proposé de faire Hitman. Moi, je développe quand même les trucs que j'ai envie de faire à côté. Et tu vois, je fais un coup Hitman, donc ça me permet de faire un film pour un studio, mais je le fais comme si je faisais une publicité, tu vois. Donc je sais qu'à la fin, ils vont me demander des choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord, mais c'est eux qui l'ont commandé. Et The Divide, je fais le film que je veux. J'ai un film qui fait 2 heures, complètement dépressif, et je suis très content de l'avoir fait. C'est un travail aussi, c'est-à-dire c'est une passion, on vit pour ça, mais c'est aussi un travail. On a des familles, et à un moment donné, il faut qu'on paye nos factures. Donc en fait, on va chercher nos budgets là où on peut être sûr que dans l'année ou les 2 ans à venir, on peut faire le film. Il faut survivre aussi, tu vois, il faut vivre du quotidien. Là, je ne retournerai jamais faire un film de studio aux États-Unis après ce que j'ai vécu sur Colskin. À moins d'avoir une vraie négociation avec la prod pour leur dire non, je veux mon director's cut, je veux être budget. Aujourd'hui, tu vois, c'est mon 6e film, je retourne pas en arrière. Si tu veux. C'est vrai que typiquement, dès que le film a été annoncé à Toronto à la Midnight Madness, j'étais extrêmement sollicitée par les Américains et ils sont assez proactifs. Moi, ça va m'ouvrir plein de possibilités et plein de facilités de faire plus facilement certains projets qui, je pense, continueraient d'être un enfer à faire ici. Je ne considère pas le marché américain comme un Eldorado sans contrainte. Je pense que si on va travailler là-bas, il faut le faire en connaissant très bien l'industrie, en sachant très bien comment elle fonctionne, avec qui travailler pour garder une vraie forme de liberté. En fait, ce que je veux faire, puis je vais voir si je vais réussir, c'est, peu importe, c'est continuer d'écrire mes films, par contre. Ça dépend des cinéastes, mais il y a des cinéastes qui ont besoin d'écrire leurs trucs parce que ça leur permet de s'exprimer davantage.
Et c'est plus difficile quand tu prends un texte de quelqu'un d'autre. Je pense que je vais aller où on me demande, j'ai l'impression, parce que je veux pas devenir amer dans la vie, de me battre contre des gens qui me veulent pas. Dès les premières diffusions à l'étranger, on avait les distributeurs qui étaient là, déjà. Tu vois. En France, ça n'a pas été le cas. En France, ça a été beaucoup plus long. Les gens voulaient me rencontrer éventuellement pour d'autres projets, mais pas pour celui-là, parce que celui-là, voilà, rentrait pas dans les clous. Je sais pas s'il y aura de prochains films. En tout cas, en ce moment, il y a un projet. On est en train de bosser sur un projet et il y a potentiellement une chaîne américaine intéressée. Donc, clairement, tu vois, je vais pas me poser plus la question. Tu vois, s'il y a une chaîne américaine qui est intéressée, on va y aller, quoi, tu vois. 8 ans pour faire un film, c'est trop. C'est beaucoup trop. Heureusement que j'ai pas mis ma vie en stand-by pendant 8 ans, parce que tu vois, c'est terrible, quoi. Donc, oui, s'il y a des producteurs français qui sont motivés, déter, où il y a des garanties que ça se fasse dans le bon sens, oui, évidemment que je serais chaud. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, quoi. Donc ça a l'air de motiver plus les étrangers, ouais. Mais à un moment donné, c'est vrai que si on nous donne de l'argent de l'étranger, ben on va le faire, tu vois. On va aller là où ce qu'il faut qu'on a envie de tourner, tu vois. On a envie de tourner les histoires qui nous font vibrer. Donc si on a des gens qui aiment notre travail et qui nous laissent la liberté créatrice, qui nous permettent de faire les films, ben on va les faire parce que nous, on a envie de raconter des histoires. On va pas attendre 4-5 ans d'en raconter une pour avoir le CNC qu'on ne nous donnera jamais. Hombre, yo estaría encantado de poder hacer todo. O sea, yo no, si me encargasen una película en Estados Unidos, a mí me encantaría conocer ese mundo y ver, pues aunque te corten ciertas libertades, poder hacer trabajar en producciones más grandes y tal. Pero mi intención, en principio, los proyectos que yo tengo en mente son historias mías, así como son mías, yo soy parte de una cultura, entonces de alguna manera siempre va a estar impregnado de mi cultura. Pero también es verdad que mi intención es seguir trabajando en el género fantástico y el tema de las leyendas de mi país a mí es algo que me encanta, así que seguiré trabajando en eso mismo. I have difficulties to go because I want to do some kind of thing, specific things, and I have no problems to make to do an open movie with not so extreme like Balada Triste. But I don't find the script. That they don't offer me things. I say, okay, this is normal, but it's good. I love, the regular movies. I love superhero movies, for example. But this is not a movie I really love to do it. I prefer, to work with less money, to do it in Spain with, liberty. With freedom to do it. Après Martyr, j'ai fait le grand tour à Los Angeles, comme on a tous fait dès qu'on a un petit film d'horreur français qui buzz un peu en festival. Vous rencontrez Steven Spielberg, vous rencontrez Sam Raimi, c'est incroyable. Ça n'existe pas en France et c'est très agréable. On vient vous dire que vous êtes génial, que vous êtes formidable, que vous n'êtes pas comme les autres. Et en fait, après, on vous demande de faire strictement comme tout le monde. Ils viennent vous chercher pour votre singularité, y compris votre singularité culturelle. Et à l'arrivée, vous demandent de faire absolument comme tout le monde. Moi, je me sens pas du tout costaud, encore assez costaud et assez mature dans mon parcours de cinéaste pour aller faire un film directement à Hollywood. Je vais me faire fracasser. Je vais revenir plié en deux, exactement comme tous mes petits camarades français qui ont essayé. En revenant, on n'est pas fiers, quoi, parce qu'on s'est fait dégager de la salle de montage, que c'est pas notre film, parce que je fais pas ça pour ça. J'ai pas rêvé de faire ce métier, tout ça. C'est une vocation pour me retrouver emmerdé par 40 exécutifs, et tu vois, qui vont me dire exactement où mettre ma caméra, quoi couper, quoi pas couper. C'est pas possible, quoi. Tu vois, même, je sais pas, la carrière géniale d'un cinéaste européen à Hollywood, Paul Verhoeven, il part là-bas quand il a fait déjà, je sais plus combien de chefs-d'œuvre, enfin 5, 6, 7 chefs-d'œuvre chez lui aux Pays-Bas. Et déjà, il a sa maturité d'homme, il a plus de 50 ans quand il va faire La Chair et le Sang, puis Robocop et tout ça. Et même pour lui, ça s'est très mal terminé. Avec Starship Troopers et Showgirls, ça se finit mal. Donc, et lui, c'est un génie. Qu'est-ce que tu veux que nous, petits mecs qui ont fait des films à 2 millions, on va là-bas, on se fait éclater. Et après s'être fait éclater, il reste que 2 choix pour les cinéastes qui sont partis. Soit on reste sur place pour essayer à nouveau et offrir parfois un parcours de cinéaste marquant, à l'instar d'Alexandre Aja, jamais revenu et qui se sent très bien là où il est, mais Alexandre Aja n'est absolument pas la majorité et donc c'est vraiment un cas isolé. Ou alors on tente de revenir, chose qu'ont fait 2 Français partis, Xavier Jans et David Moreau. Or, le truc rigolo qui nous fait une nouvelle fois tomber dans les clichés du cinéma français, c'est que les seuls films qu'ils ont réussi à produire en rentrant s'avèrent être des comédies. 19 ans, Balthazar, t'as 19 ans. Je sais ce que vous devez vous dire. Il est jeune, il a envie de déconner, de se la raconter devant ses potes, mais c'est pas du tout ça, Alice. Vous me plaisez. Vraiment, je veux dire, vraiment, comme c'est jamais arrivé avant. Oh, dis donc, regarde, ils ont rétréci du jardin. Alors le premier truc que je me suis assez naturellement dit, c'est bravo la France, bravo, vous aviez des réalisateurs avec une véritable singularité et vous les avez repris seulement pour les foutre dans un moule, les forcer à se fondre dans la masse et perpétuer un système qui n'est pas forcément proche de leur propre passion.
Eh ben ouais, je pensais ça. Et c'était avant de parler avec le principal intéressé. David Moreau, quand il fait 20 ans d'écart, il écrit le script, il est très content de son film, il a vraiment fait un film qui l'a porté. Je pense qu'il n'a pas triché en le faisant, il n'a pas subi le fait de faire ce film. Et moi, quand je fais Budapest, je suis très content de l'avoir fait dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait. Et j'ai fait vraiment le film que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que c'est des films qu'on a portés comme on porte un film de genre. C'est-à-dire c'est pas des films qu'on a subis. Il faut faire hyper gaffe à ça parce qu'en fait, il y a des gens qui vont faire l'amalgame en se disant « ils reviennent en France avec une comédie parce qu'ils n'ont pas le choix ». Parce que c'est antinomique pour nous d'arriver sur un marché où on n'est pas du tout identifié dans la comédie et de faire une comédie, c'est risqué de dire bah tiens lui il a fait que des films d'horreur et puis il va faire une comédie, c'est hyper risqué. Et au final on l'a fait parce qu'on a vraiment eu envie, puis on a des gens qui nous ont suivis parce qu'ils font confiance à notre mise en scène, ils ont vu au-delà de ce qu'on est capable de faire en film de genre. Et je trouve que 20 ans d'écart, c'est hyper efficace, ça marche, le film a super bien marché, ça a permis à David de revenir au genre avec Seul. C'est une expérience un peu rafraîchissante aussi, parce que tu sais, quand tu fais 2 films back-to-back comme Crucifixion et Cold Skin, tu vois, Crucifixion, c'est un film sur un exorcisme, c'est hyper glauque, t'es en Roumanie pendant 2 mois, donc tu subis le truc, et puis t'arrives en Espagne, bon bah allez hop, on part faire un film avec des créatures. Bon, pareil, le ton est assez triste en fait, et on n'est pas sur un film gay. Et toi, en tant qu'être humain, pour rester dans ces univers un peu sombres, il faut que tu te rafraîchisses avec quelque chose de différent. Donc soit tu vas mater des films, j'aime bien regarder des comédies de temps en temps, il y en a des très bonnes, tu vois. Et je me suis dit, bah tiens, c'est une super opportunité d'essayer de faire une comédie. Je remercie encore mes producteurs de me l'avoir proposé, parce que sinon j'y serais jamais allé. Je dois le confesser, cette enquête commençait à me faire voir du complot partout. Et forcément, je croyais les auteurs dépossédés quand eux étaient satisfaits de leur situation. Alors on peut tout de même trouver dommage de ne pas les voir évoluer dans un milieu qui a vu leur réussite au départ. Mais si ça leur convient et que ça leur permet de réaliser des films dont ils sont fiers, c'est déjà tellement une galère ne serait-ce que de réaliser un film, bah y a aucune pierre à jeter. Il n'empêche que cette question d'aller produire du cinéma à l'étranger, plus j'avance dans le festival, plus elle me taraude l'esprit. Je suis entouré de réalisateurs et de films qui ont été produits à l'étranger, de personnes qui s'en foutent pas mal de comment on peut galérer chez nous, et face à eux, j'ai l'impression que nous sommes bien isolés avec tout ce que eux arrivent à produire. Le cinéma américain est une chose, son système de producteurs au pouvoir illimité a été compris depuis bien longtemps, mais avec les États-Unis, nous avons ici des films produits au Canada, au Québec, au Brésil et même en Espagne. Personnellement, c'est l'Espagne qui m'a toujours fait rêver. Pendant qu'en France, on perpétue les mêmes schémas et on récompense au César des films vus et appréciés seulement par la critique et les professionnels de l'industrie, qui ont tendance peut-être parfois à se regarder un peu trop le nombril, les films espagnols qui repartent vainqueurs au Goya donnent des frissons, rien que par leur nom. La serpiente se asoma por tus hombros. Tus colmillos se asoman por la ventana. Tus principios todavía no se han forjado. Descúbreme los paraísos artificiales. Alors qu'en France, on voit la création d'un César du public pour récompenser le film le plus vu de l'année, à savoir le dernier Danny Boone, et malgré la présence surprise de Grave au César qui a pu jouer sur la carte de « Je ne suis pas vraiment un film de genre, moi je suis un film d'auteur », ce genre de pays avait inclus dans la compétition dès le départ et sans ostracisation aucune, le genre à part entière. Mais regarder de loin et énoncer des faits, c'est une chose. Aller demander aux concernés, c'en est une autre. Bueno, quizá precisamente porque en España el cine de género está como fuera de la partida. You know, the fantastic movies, the horror movies are out of the game. You say, okay, this is horror, no problem, you know, forget it. And maybe it's for that reason, but I really respect, you know, now my colleagues are making really good movies like Verónica Balagueró movie is amazing and Secret of Marrowbone is really good. No sé si existen unas condiciones especiales en España, no lo sé. Es posible precisamente que en España en este momento nosotros estemos viviendo un momento más permisivo, no lo sé. There's a lot of people who wants to do it. That's the most important thing, you know. Balagueró wants to do it and he, you know, fight to do it. Paco Plaza wants to make horror movies and he find a way to do it. Maybe we have good producers like Enrique López Lavigne, for example. I think it's a kind of
person who believes in genre and in different things. Maybe, he wants to do a musical, he can do it. Chances to make a movie are, in fact, difficult. And not only, the genre movies. Realmente tampoco creo que se haga mucho género en España. En España también se hace mucha, de hecho casi lo que más se hace es comedia también. Pero en ese sentido nos parecemos bastante. Pero yo creo que sí que está de alguna manera relacionada la cultura de cada país. Por ejemplo, yo soy vasco y mi película bebe de los relatos y el folclore que yo he heredado de alguna manera, ¿no? De alguna manera sí que va ligado a eso, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, en mi caso, si hay leyendas, pues las obras, ya puede ser un libro, un cómic o una película, beben de esa herencia. Y yo creo que, por ejemplo, también en Sudamérica beben mucho de eso. Part of the problem is that when I was starting out my career in Canada, they weren't really making genre films, and it wasn't until like Hobo with a Shotgun came out in like 2011 that they started to look a little bit deeper on that. And then there's a very independent movie called The Dirties that came out that won Slamdance in like 2013, and that kind of kicked the door open a little bit more for genre films in Canada. And now they're starting to kind of look at it more for funding. But it was really like people were very against it for a long time. Pendant 10 ans, il y a eu un silence radio. On ne subventionnait pas les films de genre, et là, ça recommence. C'est pour ça que beaucoup de réalisateurs québécois qui veulent faire des films de genre le font en anglais, pour percer le marché américain. Donc, je suis un peu un survivant ou un Gaulois de vouloir faire des films de genre en québécois, ça c'est certain. Ne serait-ce que pour les financements, si on parle de ça, je pense que tous les principes de financement, même régional ou national au Canada, sont totalement ouverts et à l'écoute de propositions de films de genre. Ce qui va être une barrière qui va être beaucoup plus difficile à passer ici en France. Mais de fait, c'est un cercle vicieux. Comme les distributeurs savent qu'il n'y a pas vraiment de marché, les producteurs n'arrivent pas à monter leur financement, les chaînes ne suivent pas, donc le CNC ne va pas se mettre sur ce typologie de projet, ce qui fait qu'il y a une dynamique de financement qui est vachement plus évidente au Canada. Il y a une capacité de production au Canada et notamment à Montréal qui est extraordinaire. Et puis après, il y a aussi ça, c'est que tu as des financements que tu ne trouves jamais en France sur le genre, que tu vas avoir sans souci beaucoup plus facilement. Brazilian funding in the last years, since the beginning of the 2000s, it has been growing, and there was a lot of investment and a lot of changes in the political laws and incentive laws and funds and the way you can invest in culture. It allowed a lot of films to be made in Brazil, and production got bigger and bigger. It grew a lot in the last 20 years. It's still a very large. We do produce a very big number of films, even now in a changing political climate, in a political instability. Even now, the films are being made and produced there. We don't know how much that's going to last because of this instability, but it's a very exciting moment for films. And regarding genre, we feel that there's a younger generation that is completely open to that. There's no prejudice against that. It's not seen as something childish or irrelevant or cheap culture. Even, for instance, movies that were released well in France, like Kleber Mendonça Filhos, Aquarius and Neighboring Sounds, were movies that use some thriller and some genre elements, and with great success. It's something that I feel is being very well accepted by directors and writers and producers, and I hope it keeps happening, because for a long time we dealt with Brazilian cinema as something that couldn't do horror fantasy, so it was very limited to very specific cases, and we feel that now things are opening up a bit more. You know, Universal Pictures is being kept afloat by Blumhouse, and understanding that there's definitely an audience for it, and and pretending that these movies are somehow like artistically bankrupt is just very condescending and short-sighted, and I find that anyone who has actually taken the time to watch horror movies wouldn't feel that way. Like I said, I think for any film, it's just difficult to find money, and no matter the size of the film. And also when you get the money, it always seems like you don't have enough. I think it will be more difficult
to find big budgets for these kind of films because people don't, as you know, they don't go to the theaters that much anymore and they expect to have everything on demand. So I think it will be more and more difficult to get the right amount of money to do proper movies. I don't think we would ever get the same kind of budget for a film like I Kill Giants again. I think we got way too much money in terms of maybe what this film can do. The way I see films right now is there's actually too many films that are being done. For some weird reason, there's still a lot of money floating around, but they're making so many films for smaller amount of budgets. First of all, they can't all fit into the theaters. I mean, it's difficult to tell people not to do them because people want to direct films and people want to produce films. For the horror genre, yes, there will be a lot of also commercial value in doing those. For the fantastic films, and I Kill Giants, of course, is in that genre. Also, even with that film you mentioned, Spike Jonze's film, it did well and it became an iconic film for a lot of fans over the years, but it didn't do that well on its premiere, when it came out. So you're depending on teenagers going to see it. They don't go to the theaters anymore. And then how do you get grown-ups to go into a movie that has a 13-year-old girl on the poster? So I see a future of a lot of things to choose from, but they would necessarily have to be done for smaller budgets. That's what I think. S'il y a bien quelque chose qui ressort dans tout ça et qui est une évidence, c'est que ce soit en France ou n'importe où, les films d'horreur que nous consommons majoritairement sont américains. Rien qu'en 2016, année de sortie de Grave, si je prends les 9 films à accointance horrifique les plus consommés en France, tous sont des films américains. Et on pourrait se dire que j'ai triché et que le film français se cache à la 10e place, mais même pas, celui-ci est coréen. Le cinéma américain truste le marché, et pourtant d'après ce qu'on entend, cela se fait dans des contextes de production identiques à la Blumhouse. Le cinéma d'horreur est américain, mais pour exister, il doit se contenter de peu d'argent. Tu sais, moi je trouve toujours très malsain quand les Américains sont le seul cinéma à dominer à ce point la planète, parce que quand il n'y a pas de choses en phase 2, quand il n'y a pas un cinéma européen très fort comme il y avait dans les années 60-70, eux ils sont même plus obligés de faire des bons films, quoi. Ils sont absolument dominants tout en étant profondément détestés, donc ou méprisés, ce qui est à mon avis une situation très malsaine. Si on doit reconnaître quelque chose au marché américain tout de même, c'est qu'il a été précurseur dans un domaine que le cinéma de genre s'est beaucoup accaparé aujourd'hui. Les plateformes digitales. Quand Netflix arrête la location de DVD et se lance dans la diffusion en ligne en 2010, personne ne se doute d'à quel point il s'apprête à changer la donne. On va se faire un petit moment chiffre. La plateforme comptait au 1er janvier 2017 plus de 93 millions d'utilisateurs à travers le monde, avec la moitié seulement pour le territoire américain. À partir de 2013, Netflix se lance dans la création de programmes originaux, ciblant d'abord les séries, pour se lancer fin 2015 dans la production de longs métrages. Et en comptant seulement les longs métrages Netflix Original et même pas les documentaires ni les coproductions, on atteint déjà en à peine plus de 2 ans plus de 95 films produits. Alors si on compare à Blumhouse et ses 12 films par an produits dans un système classique, c'est un chiffre qui reste objectivement assez hallucinant. Du coup, dans le système Netflix, il y a de la place pour tout, de la comédie, du drame, mais aussi et bien évidemment de l'horreur que le tout venant peut trouver directement dans le confort de son canapé sans avoir besoin de se déplacer jusqu'à une salle de cinéma pour obtenir sa dose de frissons. Cette démarche-là n'est pas seulement embrayée par Netflix, forcément quand il y a un truc qui fonctionne, de la concurrence se met en place, et c'est le cas avec Amazon Prime, mais aussi Black Pills, plateforme française dont la paternité revient à 3 Français, le cofondateur de Deezer, celui d'Allociné, et le patron de Free, Xavier Niel. Et si vous dites que Black Pills c'est encore balbutiant et qu'ils n'ont pas pris une grande place dans le marché, rien que pendant ce dernier festival de Gérard May, 2 films étaient dans ce système. Game of Death, produit par Black Pills, et Tragedy Girls, distribué par la plateforme. Ici, il n'est même pas question de canapé. Le cinéma horrifique est directement avec vous, sans effort, dans le creux de votre main. From the Tragedy Girls. I can't even with this right now. Are you afraid that the killer will target you because of your infamous blog? We will not take any more shit from this serial killer. I'm so scared right now. Look amazing. Jeez. Michaela? Shit. Damn it, okay. I'm sorry. Stay in character. Et c'est là où ça bloque pour moi. Comme le disait au tout début Pascal Laugier, le genre a toujours été mal considéré, relégué au second plan. Est-ce que se tourner vers le digital est une bonne manière de réussir à lui redonner ses lettres de noblesse? Lui retirer le prestige de la salle est-il la meilleure manière pour lui de redorer son blason? Car souvent, il finit par sortir dans l'anonymat. Pire que ça pour le cas de Game of Death, le produit est réalisé comme un long métrage, mais est découpé au format 8 x 10 minutes, parce que bon, 10 minutes, c'est quand même plus facile à regarder sur son téléphone. Le film perd sa condition de long métrage et se retrouve à se formater pour entrer dans des cases. Mais peut-être que
que je vois le mal partout, parce qu'au final, on a seulement des réalisateurs qui aimeraient juste que leur film soit vu, quel que soit le support. En tout cas, ça ne semble pas déranger grand monde, et les arguments des personnes se tournant vers ces médias-là restent assez pertinents. El futuro del cine fantástico y el futuro del cine en general están en las plataformas digitales. O sea, las plataformas digitales nos van a dar la libertad necesaria para afrontar temas diferentes. No son los estudios, los grandes estudios y las condiciones de mercado las que te obligan a tratar los temas de una determinada manera, pero la auténtica libertad está en las plataformas digitales que te piden un contenido más radical para diferenciarte del resto de los contenidos del mercado. Ahí sí que hay público para poder ofrecer cosas diferentes, ¿no? Ouais, malgré tout, le budget de ces plateformes du digital les budgets sont plus petits que ceux du cinéma, mais en même temps ils ont l'avantage d'être beaucoup plus faciles à choper. C'est souvent des plateformes qui financent à 100%, donc tu n'as pas besoin d'aller chercher plusieurs type de financement que tu dois regrouper. Là, tu as une plateforme digitale, il y a Black Pills, mais il y en a d'autres dans le même genre qui disent « Ok, moi, je veux arroser sur le monde entier, je ne suis pas français. » Surtout, Black Pills, c'est vraiment pas vendu comme ça en plus. Et donc, pour le coup, tu abats toutes les barrières de territoire. C'est online, point barre. No es excluyente, o sea, pues va a seguir habiendo cine, obviamente, en las salas de cine, en todas partes y tal, o sea, tampoco pillemos ese punto así feudal de terror a « Oh, Dios mío, me están quitando la sala de cine ». T'as peut-être pas le prestige ni le marketing de ce que pourraient proposer des sorties salles. Ouais, donc on s'en fout. Par quel biais ça va être vu? Pour moi, je mets plus d'échelle là-dessus. Tout le monde peut le voir et c'est facile d'accès. Reconozco que la libertad, un mensaje más libre de esa censura de la que estamos hablando, ¿no? La vamos a encontrar en las plataformas. Je suis un peu perdu parce que justement, je sais, il y a beaucoup de gens qui défendent le cinéma de genre en disant qu'il faut que le cinéma de genre redore son blason et puisse accéder à la salle. Comme il y a beaucoup de gens qui défendent ce qui est arrivé à Grave de Julia Ducournau en disant regardez, le film a gagné à Gérardmer et nominé au César alors que c'est complètement du genre. Et vous êtes plus dans la vie de... Non, mais l'un et l'autre vont ensemble. On s'est produit au départ pour une appli Black Pills qui est pour les mobiles quand même. Et on a été en première à South by Southwest en même temps. En long métrage, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé dans la musique où tout le monde a pu faire son morceau. Forcément, il y en a eu plus qui ont eu plus de chances de sortir du lot. So you think you could do a Netflix original movie? Like... I try. I really try to do it. You are trying? I am working on that. J'étais venu chercher des réponses et comprendre pourquoi ça bloque, et j'ai l'impression qu'il est devenu tellement naturel que ça bloque qu'il n'y a plus grand chose à faire. Si on affronte les distributeurs, on se prend un mur. Le CNC, un nouveau mur. Les producteurs, un mur. Le public français, un mur. Et bien qu'on parle encore et toujours d'échappatoire pour réussir à produire ce genre de film, je reste assez désemparé à l'idée qu'il ait fallu à la toute base chercher des échappatoires et que le cinéma français peine à être considéré comme un cinéma porteur. On pourrait avancer plein de solutions, par exemple laisser le temps de mettre en place des crash tests, des films pour réhabiliter le genre français grand public, quitte à ce que certains se plantent. Mais tellement d'argent rentre en jeu qu'il n'est plus le temps d'essayer des nouvelles choses, seulement le temps de répéter inlassablement les formules qui fonctionnent, sans sortir d'un cadre déjà établi. Là où l'horreur et le fantastique ont obtenu avec le temps une place de choix dans l'économie du cinéma américain, ici, il faut encore se battre, encore affronter, et encore toujours se confronter. Pourtant, le premier qui avait abordé la question du genre au cinéma était un Français, Georges Méliès, qui ouvrait avec son cinéma un boulevard pour les nouveaux cinéastes, un espoir dans cette industrie qui avait tout à créer et qui a fini en France par délaisser et mettre au placard ce qu'il avait fait à ses débuts. Le genre français existe. Cependant, pour le voir, il faut inévitablement regarder dans le passé. J'étais parti à la base sur l'idée de conclure ce documentaire ainsi, comme ça, plip-plop, c'est plié. Le genre français que j'aime et dans lequel je croyais se meurt et nous n'avons pas de recette pour le sauver. Vous voulez de ce genre-là? Eh bien, bonne chance, car personne ne vous aidera et on vous laissera seul avec vos rêves et allez vous faire voir pour les faire ici. Nous, on n'en veut pas et ça sert à rien d'être idéaliste. Mais j'avais oublié un truc. Les cinéastes de genre français
sont des idéalistes. Et ça s'applique pas qu'au genre, pas qu'à la France. Tous les créateurs, quels qu'ils soient, sont des idéalistes. Ce sont des personnes qui ont cru en leurs projets, qui ont cru en leurs idées et qui n'ont jamais lâché jusqu'à ce qu'elles finissent par exister. Faire un film, c'est pas juste attendre patiemment que le contexte soit favorable. Ces gens qui créent n'ont pas envie d'attendre pour créer. Ils veulent seulement créer. Alors oui, on peut empêcher un créateur français passionné de genre de mener à bien ses projets, mais on ne pourra jamais l'empêcher de se battre tout de même pour qu'ils deviennent réalité. Et même avec tous les obstacles face à eux, ces cinéastes sont optimistes et ne lâcheront jamais. C'est peut-être naïf de ma part de penser ça, mais j'ai l'impression que les lignes sont en train de bouger tranquillement. Et moi, tu vois, je suis un gamin des années 80, c'est enfoncer les portes ouvertes de dire ça, mais j'ai été élevé au Club Dorothée et à ces trucs-là, et des mecs des années 80, ils ont 40 ans aujourd'hui. Et à leur tour, ils deviennent décideurs. Donc j'ai l'impression que ça va évoluer tranquillement, c'est un peu long, on essuie les plâtres, là, c'est un peu frustrant, mais je pense qu'on va y arriver tout doucement. I obviously don't have any answers, as you can see in this movie, but I hope it becomes a safer place to do interesting genre movies, and that becomes more respected, but in a wider sense, and makes it easier for new voices to find their way. Je pense que c'est possible en fait. Si tu mets l'énergie, si tu y vas, si tu as des projets évidemment qui sont singuliers et à la fois qui peuvent convaincre sur un potentiel économique et commercial, ouais, je pense qu'aujourd'hui c'est possible. À partir du moment où tu arrives à créer un film singulier, une atmosphère cool, je pense que tu peux trouver ton public, les distributeurs arriveront à marketer et positionner le film d'une certaine manière qui font que ça peut marcher. Donc oui, moi honnêtement je suis assez optimiste. Ouais. Faire un film, c'est vraiment une question de croyance et d'énergie. Quand j'ai pas pu faire Made in France, faire avant les événements un film sur une bande d'acteurs inconnus par la force des choses, une bande de djihadistes qui veut faire péter une bombe dans Paris, j'étais vraiment convaincu qu'il fallait faire ce film, qu'il y avait un vrai sujet. J'ai mis toute mon énergie. J'ai fini par le faire. Quelqu'un qui demain veut faire un pur film d'horreur en France, s'il a vraiment l'énergie et la croyance pour le faire, il le fera. Faire un film n'est qu'une question de croyance. Si vous avez le moindre doute, votre film se fera pas. Mais si vous n'avez pas de doute, vous le ferez. Quand Kassovitz a voulu faire La Haine, à l'époque, il n'avait aucun doute. Mais faire un film sur les banlieues, avant même que les banlieues éclatent, etc., en noir et blanc, joué par des inconnus à l'époque, il fallait y croire beaucoup. Il y croyait beaucoup, il l'a fait. Il faut y croire en France, aux États-Unis. Après, chacun fait son dessin de cinéaste. S'il y en a qui sont à l'aise aux États-Unis, ils ont raison d'y aller. Il faut l'envisager, il faut continuer à y croire, il faut pas lâcher l'affaire. Et puis tous les gens autour de nous qui peuvent nous aider, des gens comme toi, des gens de la presse, faisons-le. Mais moi, ça fait 15 ans que j'entends parler de ça. Ce qui reste, c'est des aventures individuelles, des prototypes faits par des gens, des metteurs en scène, filles, garçons, qui ont plus envie que les autres que ça existe et qui font leur truc. Nous, on fera des prototypes passionnants, réussis, ratés, chacun en pense ce qu'il veut. Ça, c'est très beau, ça reste très beau. Et jamais je ne dirais un jeune garçon qui vient me voir et qui réalise ses trucs, ses cours, jamais je lui dirais mon petit, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, laisse tomber. Jamais. Et de toute façon, quel autre choix on a, tu vois? C'est soit ça, soit moi je vais ouvrir un camion à crêpes, tu vois, parce que j'arrête tout, tu vois, parce que je ferai pas autre chose. Donc si tu y crois plus que les autres, à un moment donné, le film il existe, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, je ferai ce que je veux. Voilà. Et depuis j'essaye. Qui existe et ici c'est juste un second miracle. Vraiment touché, parce que je vais retourner très heureux à la maison. Ouais, je suis heureux que vous ayez si bienveillant avec moi, voilà, si chaleureux, merci. C'est sur toutes ces bonnes ondes que je quitte finalement le 25e festival de Gérardmer. Un film français a gagné le Grand Prix, un film franco-québécois et un film coproduit par la France ont le prix du jury, et même le prix de la musique revient à un film français. Face à tous les films américains de la sélection, c'est la France qui l'emporte à l'unanimité. Et moi, je retrouve en tout ça un peu d'espoir. Parce que je voulais pas partir défaitiste, et ce festival ne m'a pas donné tort. Il y a toujours eu et il y aura toujours un espoir pour le cinéma de genre français. Il se fera peut-être dans la galère et on répétera pendant des années que ça ira mieux demain, comme on l'a toujours répété, mais au moins on continuera d'en parler. Alors pour ne pas perdre la flamme, et si les cinéastes veulent y croire, il faut pas les abandonner. Comme eux, il faut y croire. On sera peut-être pas convaincu au début, on aura besoin de faire semblant. Mais si on marche avec eux, c'est qu'on n'est déjà pas seul à y croire. Si on marche avec eux, un jour prochain, nous changerons la donne.
guys all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. And I'm feeling. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que tu me presses un jus? Quand tu veux, je te presse un jeu. Non, parce que je peux pas demander à Nicolas Bougraïev. Est-ce que tu me presses? Tu peux, si c'est la dernière. Je vais faire, oui. C'est toujours mon nécessaire à jus sur moi. Je t'aime. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. In the Panda. Voilà, exactement. Comme le panda, l'animal. Ouais, c'est ça. C'est marrant, C'est c'est pas ça. pourri, c'est drôle. toujours Ouais, j'aime bien.